Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Et nous voici en 2021. Enfin, toute l'équipe du Singlecast vous souhaite une bonne et heureuse année. Je suis ici ce soir avec mon cher acolyte de toujours, Géry Gitani. Géry, comment vas-tu? Bonne année à toi. Bien, je souhaite bonne année à tous nos auditeurs et puis à vous aussi, hein, pour ceux à qui je ne vais pas encore souhaiter mes vœux. Voilà, donc on démarre une nouvelle année, on espère qu'elle sera moins pire que l'année dernière. Ce sera déjà pas mal. Moins pire année. C'est ça, moins pire. On va tenter. Et on enchaîne directement sur Christine Lambert qui est avec nous cette année également. Christine, comment vas-tu? Bonne année à toi également. Et bonne année à tous. Moins pire année à tous également. Les fêtes se sont bien passées? Je crois, en se souhaitant bonne année, là, j'ai l'impression. Tu es là, tu croises les doigts en même temps. Personne n'ose vraiment s'avancer sur d'éventuels projets ou quoi que ce soit. Tout le monde est un peu en recul par rapport à tout cette année, j'ai l'impression. En tout cas, tous les deux, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que tout s'est bien déroulé, en famille, je suppose, je l'espère. Ainsi qu'à nos deux autres invités qui sont là à chaque fois également. Hein. Donc, Laurent Cuvier, l'homme à la poussette, sans poussette depuis bien longtemps. Ouais. Comment vas-tu? Ça va. Bonne année également. On a survécu. On est là. Une deuxième année. Survécu. Ouais, on a survécu. On a une deuxième année du Singlecast, mine de rien. Pif. Là, on entame la deuxième année du Singlecast, effectivement. Pas mal. Joyeux anniversaire également, tant qu'on y est. Exactement. Tu vois, il faut que je reprenne la poussette avec ses 1 an. Et finalement, notre Belge adoré, notre Belge favori de tous les Belges, Roger Carwani. Bonsoir Roger, ça va? Bonsoir et meilleurs vœux. Pareillement, une moins pire année et que tout se passe bien. Perso, les fêtes, je les ai fait en Bretagne avec 2500 potes, c'était pas mal. Mais bon, fatigant quand même. Bon, voilà. Ah, c'était toi? C'était moi. C'était le nouvel an du blog. T'as plus l'habitude, c'est ça? Ouais, c'est ça quoi. Ouais, bon, il n'y avait plus de bière, donc on est reparti. Bon. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ah mais t'as l'air rincé. Ils ont fini au Chouchen, alors... Et alors pour cette première émission, nous n'avons pas notre cher Olivier notre cher Olivier ne sera pas avec nous pour cette première édition parce qu'il est tout simplement en voyage familial en Guadeloupe. On lui fait un petit coucou d'ici, du froid et de la pluie, en lui souhaitant un bon voyage, et qu'il essaie de nous récupérer peut-être quelques petites pépites sur place, sait-on, quelques infos croustillantes, sait-on jamais, ça peut être toujours très intéressant. Alors, sujet du jour assez simple, qui va être tout simplement les espoirs, si je puis dire, les projets d'avenir, ce que va nous réserver 2021. Mais avant ça, je vais donner la parole à notre cher Roger, comme d'habitude, parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Et notre cher Roger va nous présenter les news pour cette nouvelle année. Alors, quelques news. Nobilis Rum, donc c'est un embouteilleur danois. Ils ont fait 2 embouteillages pour le moment, un Edmond 88 à Hamden 93, et ils vont revenir bientôt avec un Barbados 88 qui aurait été distillé à partir du fameux Rockley Still. Apparemment, il y a d'autres fûts de 88 parce que Rhum Artisanal vient d'annoncer exactement la même nouvelle. Donc, j'imagine qu'il y a un broker quelque part qui s'est dit tiens, merde, il y a encore ça dans un coin. Donc, ça sort. Et ils en profitent pour sortir un Versailles 2004. Wild Parrot, de son côté, revient avec un Worcy Park 2010 qui est à 100% vieillissement tropical. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, on a déjà les habitations Vélier qui est un petit peu dans le même style, 10 ans ou 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Du côté de la Belgique, Monsieur Berthe de chez Rasta Maurice débarque en 2021 avec un embouteillage d'un Biel 2009 10 ans, donc mis en bouteille en 2019. Ne cherchez pas pourquoi, j'ai toujours pas compris. Mais son embouteillage de 2019 sort maintenant. Et bon, ça devrait être sympa à mon avis, comme la plupart des biels qu'il a sortis. De Duchesse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un embouteilleur hollandais qui nous propose cette année un Uitvlucht 93 qui est un porte-morant, donc vieillissement principalement continental comme souvent. Il a très bien plu à notre ami Serge apparemment. Donc, parce que j'allais dire pour les amateurs de savonnette. Voilà.
Maintenant, il a peut-être pas mis les bouteilles à côté de son savon, lui. Non, mais ça, il n'y a pas besoin pour celui-là. Et petit scoop, Savannah va proposer un nouveau Unsherried Cask pour la Belgique, en l'honneur du Salon du Rhum de Spa. Il s'agira d'un blend de 2 Savannah de mélasse de 5 ans d'âge, ça va aller. La rave, c'est la rave. Voilà. Et un des deux est un R, en fait, donc un Esters qui va un petit peu déboîter. Le tout a été assemblé et resté en fût pendant 56 jours et a été réduit à 50%. Et c'est disponible d'ici peu. L'annonce se fait cette semaine. Du côté de la Martinique, enfin, Depaz débarque avec une cuvée des Alizés, qui est un rhum blanc à 45%. Donc, il manque toujours 10% au compteur. Ils n'ont toujours pas compris. Mais bon, voilà, ils persistent, ils signent, ils essayent. Et on attend que le brand ambassadeur réussisse enfin à écrire sur un petit post-it le nombre 55 et le coller sur la colonne à distiller. Déjà, c'est bien. Voilà. Ça, c'est les news. Bah écoute, merci beaucoup. Et pour ce qui est du post-it, je vais aller faire cela de ce pas. Voilà. Alors, autre bonne nouvelle concernant la Martinique, quand même, tenons à le dire, qui nous a un peu pris à la dernière minute cette fin d'année, et je pense que Jerry Gitani pourra peut-être nous en dire un peu plus, c'est une petite mise à jour de l'AOC Martinique qui a eu lieu récemment. Jerry, est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, en fait, ce sont des parcelles de terre qui ont été agréées récemment, donc au mois de décembre, là, sur le 30 ou le 29, je n'ai plus la date en tête, et donc ce qui permettra d'avoir un tonnage supplémentaire et augmenter la production de rhum AOC. Donc voilà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, donc le fait d'avoir remanié certaines parcelles. D'en avoir retiré certaines déjà qui n'étaient tout simplement pas cultivables et d'en avoir ajouté d'autres qui, elles, étaient cultivables, justement. Ce qui va donc augmenter tout simplement la quantité de rhum disponible pour un marché en pleine croissance. Donc, une très bonne nouvelle pour démarrer cette année du côté de la Martinique. Alors, en parlant de cette année, je pense que vous, moi, les auditeurs, personne ne sait vraiment vers quoi on se dirige, parce que bon, 2020 est peut-être fini, mais toute la pagaille que ça a fait, ça nous a un peu laissé en désarroi. Mais on a le droit d'espérer, voilà, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, selon vous, quelles seraient les choses qu'on pourrait espérer voir cette année, en 2021 ? Les paris sont lancés. 2021, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, oui, on a 2 ans de deuxième année de single cast. Ça, c'est bien. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. Ça suffit. Ah, ça suffit. On pourrait avoir un Dan single cast rien que pour nous. Il y en aura 43 cette année, apparemment. Non, mais je pense que voilà, il y a pas mal de choses qui vont se faire quand même. Je vais prendre un petit exemple d'ailleurs, comme je l'ai appris cette année, je n'avais pas fait le calcul, mais effectivement, par exemple, les rhums de cèdre, donc les fameux rhums arrangés que l'on connaît depuis pas mal de temps, fêtent leurs 10 ans en 2021. Voilà. Ça déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle également, parce qu'on se souvient de Cédric Brément qui avait lancé ça tout au début, qui était un peu timide sur les salons avec ses quelques premiers parfums, et qui finalement, 10 ans plus tard, est toujours là, grand patron des rhums arrangés. Fallait le faire, je veux dire. J'aime bien le mot timide. Oui, et beaucoup moins timide, c'est ce que j'allais dire. Et beaucoup moins timide depuis, oui, effectivement, beaucoup moins timide. Il y a de quoi en même temps, parce qu'il y a eu du chemin. La première question que tout le monde se pose, je pense, c'est surtout, est-ce qu'on va pouvoir avoir la possibilité d'aller à des salons ? Parce que oui, c'est vrai, ça manque. En 2020, on en a eu très peu. À votre avis, des salons, de quoi ça a l'air ? Qu'est-ce qu'on fait ? Jerry, qu'est-ce que tu en penses ? En ce qui nous concerne, tu es aussi bien placé que moi. Nous, en tout cas, on travaille pour le salon de le Bordeaux Rhum Festival. Effectivement. Qui est toujours prévu pour la fin juin. Donc, on croise les doigts. Mais 26 et 27 juin. Au Palais de la Bourse. En tout cas, on fait comme si ça va se faire. Et on travaille déjà dessus pas mal. Donc voilà, on croise les doigts. C'est tout ce que malheureusement on peut faire en dehors du boulot qu'on fait auprès des marques. Donc on essaie d'être optimiste.
Alors, on sait que certains salons prévus en ce début d'année ont déjà été annulés, malheureusement, ou reportés. Je prends l'exemple pour le salon de Spa, dont Roger parlait tout à l'heure, qui était à la base prévu début février, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est ça, Roger ? Je me perds un peu dans les dates, en fait, parce qu'il me semble que c'était déjà un petit peu ça l'année passée, mais que ça a été reporté à l'automne. Je ne sais pas trop où on en est, en fait. Ouais, mais il me semble simplement que c'est l'édition d'octobre de l'année dernière qui a été reportée à février cette année, et ils ne peuvent pas le faire non plus. Donc, on revient à octobre, leur date historique. Quoi. Voilà, on revient au schéma classique, premier week-end d'octobre ou deuxième week-end d'octobre, quelque chose comme ça. Donc, ça ne s'annonce pas facile à ce niveau-là non plus. Alors, on sait que le Whisky Live est prévu. Ouais. Pour le 26 septembre, c'est ça ? Dernier week-end de septembre. Dernier week-end de septembre, c'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, il y a des dates de posées. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Il y a des dates de posées. Obligé de réserver les salles après, tu vois. C'est ça. Et on sait tous à quel point c'est une organisation à mettre ce genre de choses en place. Et donc, il faut s'y prendre vachement à l'avance. C'est ça. D'ailleurs, je vous pose la question parce que je ne le sais pas. Est-ce qu'on a des nouvelles du Romfest Paris ? Je ne crois pas. J'ai rien vu. Non. Donc voilà, donc ça, tout le monde y va un peu à tâtons finalement. C'est pas gagné cette histoire, c'est pas gagné. Donc des salons en 2021. Pardon, Christine ? Ça a été la grande leçon de 2020 aujourd'hui, c'est que tout le monde y va à tâtons. Hein. Il n'a pas de visibilité quoi encore aujourd'hui, donc. Alors moi, la question que je me pose, c'est donc en 2020, on a quand même tous appris à s'adapter. Quelque part, donc on a fait pas mal de tentatives, notamment via le net, avec des conférences Zoom, à ne plus pouvoir en voir des écrans, des masterclass, des salons virtuels. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui pourrait peut-être persister, voire s'améliorer dans le temps ? J'espère que non, parce que c'est quand même chiant par rapport au vrai salon, pour le dire platement. Désolé à tous ceux qui organisaient des trucs. Il y a moins d'accidents de la route, tu vas me dire, sur les retours, donc c'est déjà pas mal. Oui. Mais, moi, je sais pas. Casser la gueule dans tes escaliers. Donc, je suis assez d'accord avec Roger, je trouve ça assez chiant, donc j'espère vraiment qu'on aura des vrais salons, qu'on aura du présentiel, et voilà, employer un mot à la mode. Le truc, c'est que c'est vraiment un pis-aller, quoi. C'est pas si mal, je trouve que c'est pas si mal et qu'au final il y en a qui étaient vraiment pas mal organisés, mais c'est sûr que, comme dit Roger, ça arrive pas à la cheville d'un salon vraiment physique où tu recroises Ouais, c'est ça, tu recroises des potes, tu dégustes plein de choses, tu parles aux exposants, etc. Donc ça a vraiment rien à voir. Pour le Romfest, donc autant, moi j'ai pas de nouvelles en tout cas. Par contre, si je me rappelle bien, l'année dernière, ils avaient fait une tentative de report de fin avril à peu près, où ils sont normalement, à juillet. Donc est-ce qu'ils vont partir directement sur juillet, histoire de maximiser un peu les chances à suivre? Mais en tout cas, oui, non, c'est clair qu'on regarde plutôt vers les salons de la rentrée, déjà. Que ce soit le Whisky Live, Spa, peut-être Duga, voilà quoi. Ouais, on essaye de pas trop se projeter sur le premier semestre. Ouais. Alors, moi, peut-être que contrairement à mes camarades, j'aurais un avis moins tranché sur les masterclass virtuelles, sur les Zooms, etc. Je trouve que ça complète. Ça remplace pas l'expérience sociale des salons, des dégustations, mais ça peut compléter, notamment dans tout ce qui est aspect un peu conférentiel. Tu vois, quand tu vas assister à une dégustation prétexte, mais qui est en réalité une masterclass, une petite conférence donnée par un producteur ou caisse, franchement, que tu le fasses par Zoom ou que tu le fasses en étant assis le cul sur une chaise sous une tente, ça ne change pas fondamentalement les choses. Je trouve que ça change beaucoup de choses sur l'expérience de la dégustation et du partage. Mais les masterclass Zoom ont, de mon point de vue, assez agréablement complété quand tu as envie de creuser un sujet bien particulier avec un expert ou avec un producteur. Je jetterai pas tout. Et puis franchement, quand tu t'emmerdais chez toi parce que tu pouvais plus sortir, c'était quand même assez sympa de pouvoir te cultiver. Oui, voilà, on va pas non plus goûter notre plaisir. Non, je suis d'accord. Respectivement. Après, trop de Zoom, tu le zoomes. Je suis assez d'accord.
Si tu veux, quand ta vie sociale se passe par Zoom, au bout d'un moment, c'est... Mais je pense il y a un petit dosage, il y a un équilibre à trouver, oui, sans doute. Je pense effectivement qu'on a appris à peut-être mieux utiliser les réseaux et le direct, le Zoom, etc. Et comme tu dis, Christine, que c'est venu compléter un aspect qui, jusqu'à présent, était vide, ou presque, parce que tout le monde se focalisait sur les salons et sur le présentiel. On faisait les masterclass dans des caves, dans des salles spécialisées, etc. Et on n'utilisait pas beaucoup Internet, alors que là, d'un coup, on l'a surutilisé, clairement. Mais il y a eu des trucs quand même super intéressants. Il y a eu pas mal de masterclass, des présentations de produits, que ce soit pour des groupes privilégiés ou même pour le tout public. On a eu plusieurs séries de directs sur plusieurs pages sur les réseaux sociaux, etc., qui étaient plutôt sympas, où on avait donc la possibilité directement d'aller interviewer des gens de l'autre côté de la planète dans des distilleries, par exemple, et donc d'en apprendre plus de cette manière-là, sans voyager finalement. Tout ça de son salon. Et je pense que ça, effectivement, c'est peut-être un pas en avant qu'on a fait dans ce sens-là, et une adaptation, un progrès, voilà, un progrès, tout ça. Oui, mais c'est un progrès, mais ça ne doit surtout pas remplacer le vrai lien social d'un salon en présentiel, comme on dit. Non, mais on peut taper sur l'épaule d'un pote et boire un truc avec lui, le piéger avec un machin à l'aveugle et terminer avec un bon hamburger au fin fond de la ville, de là où est hébergé l'événement. C'est comme c'est vraiment bizarre, les salons avec toi. Piéger les gens et manger des burgers, c'est pas... mais là, il est en train de te raconter sa teuf en Bretagne. C'est ça. C'est une petite sortie, c'est important, il faut s'amuser. Non, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que ce que dit Christine est vrai. C'est-à-dire que moi, quand je pense salon, spiritueux, mais rhum en particulier, je pense pas trop masterclass. Alors évidemment, je vais à quelques-unes, normalement, quand j'ai l'occasion et qu'il y en a qui m'intéressent, mais ça reste un point secondaire pour moi sur un salon. Par contre, même si les salons se tiennent à nouveau et on peut y aller sans problème, etc., ça ne m'étonnerait pas que ce genre d'événement en ligne perdure. Occasionnellement, en dehors des périodes de salon, s'il y a une marque qui veut présenter un produit qui ne correspond pas aux dates d'un salon, ou juste parce que, je sais pas moi, le maître distillateur qui est à Tahiti, il n'a pas pu venir à Paris, c'est quand même plus simple de faire ça en ligne, quoi. Donc on croise tous les doigts pour les salons. Par contre, en effet, je pense que les conférences Zoom et compagnie ne disparaîtront pas, et tant mieux, parce qu'à ce moment-là, ce ne sera pas 100% des choses, il y aura, comme vous disiez, un dosage entre les deux, quoi. Donc ce sera pas mal. Ouais, puis je pense que ça met en avant peut-être un peu plus le dialogue également avec, je veux dire, sur un salon, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir dialoguer avec les gens qui sont derrière le stand s'il y a beaucoup de monde ou quoi que ce soit, alors que là, dans le contexte de Zoom, on peut quand même poser des questions, on a peut-être un accès beaucoup plus facile avec les interlocuteurs. C'est vrai que le chat, souvent, est quand même pratique. Ça permet à l'animateur, parce que souvent il y a un animateur, de sélectionner, de trier, de les poser à la personne. Alors que, comme tu dis, il y a un peu... De virer les questions dérangeantes. Absolument, mais il n'y en a jamais de posées, d'ailleurs. C'est vrai que sur un salon... ça peut être tout et son contraire. C'est-à-dire que si on tombe en début de salon, peut-être sur un stand qui ne fait pas la hype au départ, on y va et on peut rester une demi-heure avec le maître de chai et lui parler tranquillement, quoi. Et à l'inverse, si on est sur un stand qui est vraiment pris d'assaut, on a à peine un centilitre dans le verre en tendant le bras et ça ne sert pas à grand-chose. Donc, mais c'est vrai que ces situations en ligne permettent ça à chaque fois. Donc ça, c'est pas oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, elles avaient un caractère chiant pour moi parce qu'elles représentaient le fait qu'on ne savait pas aller dans un vrai salon, quoi. Donc du coup, je pense que si c'était arrivé à une période où on pouvait aller sur les salons, ça aurait été bien mieux perçu, en tout cas pour ma part, parce que ça aurait été vu comme un réel complément, avec ici, ça a été un remplacement. Bon, voilà, c'était chouette, mais tu te dis, allez, on a quand même perdu beaucoup, quoi. Mais tu perds la dimension conviviale et la dimension sociale des spiritueux. Et c'est comme le moteur du truc, quoi. Je me suis rendu compte que ça, quand tu perds ça, tu te retrouves. C'est un truc où tu te retrouves face à de l'alcool. Oui, et puis tu peux quand même. Toute une dimension. C'est vrai.
tu perds toute une dimension des spirituels. Moi, je me suis vachement interrogée sur ce manque. Non, tu peux quand même pas goûter quand tu vas ça, tu goûtes. Alors nous, on est plus ou moins privilégiés parce qu'on reçoit des échantillons, voilà. Mais je veux dire, le consommateur qui va dans les salons, lui, quand il est devant son écran, il n'a pas les échantillons, il peut pas goûter, donc. Il y avait quand même pas mal de choses, entre autres par le Rumfest à la maison, ou aussi le Whisky Live. Et les tweet testing, les Facebook testing, tu reçois des kits. Exactement. Tu t'inscrivais, tu pouvais recevoir des kits. Moi, j'ai vu énormément de gens faire ça. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que par contre, je peux te dire que là, pour le coup, tu es dans de meilleures conditions pour déguster, comme dans un salon où les vapeurs d'alcool se reniflent à 12 km autour de la salle et. Oui, alors là, pour nous, pour vous, professionnels ou semi-professionnels, oui, c'est bien, mais je parle du grand public. Ouais, c'est d'accord. Parce que pour le grand public, c'est pas pareil. On compare pas. Ouais, t'as raison. Moi, j'avais trouvé une manière comment contourner savamment cette histoire de rapport social lors d'événements. Moi, à chaque fois qu'il y avait un événement en ligne et j'avais mes samples, on était 30 devant le PC, quoi, ensemble. Donc, je pense que c'était une bonne idée pour... Voilà, je vais me taire, c'est bête. Ça a fait ça en Bretagne aussi. Je pense qu'on était l'un à côté de l'autre. Hein. Ouais. Ça, 1m50 entre les deux ou pas? Ah, mais il habite à Versailles, lui, donc il peut. Hein. C'est même pas vrai. Alors, il y a un autre phénomène que moi, pour ma part, j'ai constaté en 2020, qui... Alors, vous allez me dire, peut-être que vous allez me contredire, hein, mais qui, je pense, n'a peut-être pas autant marché qu'on l'aurait souhaité, c'est carrément les salons en ligne. Il y a eu quelques tentatives à ce niveau-là. Alors, il y en a eu un en fin d'année, qui était le salon du spiritueux français, je crois, quelque chose comme ça. Sinon, il y a eu le Whisky Exchange en Angleterre qui en a fait un également. Enfin voilà, il y a eu plusieurs tentatives comme ça où tu avais réellement des salons en ligne qui étaient organisés avec des chat rooms, si tu veux. Ouais. C'était une sorte de Zoom géant où tu avais plein de pièces et chaque pièce représentait un salon et donc tu pouvais aller voir le maître de chai ou l'exposant en question dans ce petit salon et qui te faisait son speech. Mais j'ai pas vraiment eu l'impression que ça ait marché. Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont peut-être essayé ou assisté à ce genre de truc. Sur le Whisky Exchange, ça dépendait vraiment des salons et des intervenants. Tu vois, les salons animés par des stars à base de jeux, de grosses déconnades, ça a quand même apporté quelque chose et eux ont fait le plein. Mais tout le monde n'était pas prêt à ça, quoi. C'est quand même, tu vois, c'était compliqué. Disons que dans cette période, ceux qui ont organisé ça ont bien tiré leur épingle du jeu, mais encore fallait-il le savoir à l'avance, encore. Pour être réactif, ouais. Ouais, c'est compliqué, c'était compliqué. Je pense que ça a surtout mieux marché, peut-être. Le Whisky Exchange, ça a sans doute mieux marché pour le whisky que pour le rhum, par exemple, tu vois, parce que... Alors, très certainement, pour ma part, j'y étais pour la partie rhum, et ça a été, je vais pas dire un fiasco, mais presque, quoi. D'accord. Non, mais ça m'étonne pas. Voilà, tu y vas plutôt quand même pour le whisky. Clairement, ouais. Et il y avait un système d'échantillons envoyés ou pas du tout? C'était vraiment juste pour avoir l'occasion de discuter avec les experts. Il y avait un système d'échantillons envoyés. Hein. Il me semble que oui. Il me semble. Ça dépendait des événements, je crois. Parce que tu avais différentes sortes d'événements. Par contre, ça c'est pour moi, je pense, l'élément principal. C'est vraiment ce qui m'a manqué le plus, je pense, sur 2020. Donc, j'espère vraiment qu'il y en aura sur 2021. Parce que pour moi, voilà, un salon, ça rassemble beaucoup des choses que j'aime dans ce milieu-là. Donc, ce serait dommage qu'il n'y en ait à nouveau pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, évidemment, il y a... sur Frustration FM, votre radio 100% frustré. C'est n'importe quoi. Il y a plein d'autres choses. Je pense aussi que beaucoup d'exposants sont en manque de salons. Hein, parce qu'on sent qu'ils ont envie, ça leur a manqué beaucoup aussi les marques, les exposants. Ouais. Nous, on le voit, on a déjà des réactions sur les dossiers qu'on a envoyés pour Bordeaux et c'est très positif, quoi. On sent qu'il y a un manque, quoi, qu'ils ont vraiment envie qu'il y ait un salon cette année. Croisons les doigts, définitivement. Mais paradoxalement, le manque de salon n'a pas entraîné un manque de nouveautés.
Je veux dire, C'était déjà tout programmé, en fait. Donc, le premier semestre, tout le monde a retenu ses cartouches en se disant, oh là, donc tout a été retardé, repoussé, etc. Et à partir de la rentrée, c'est sorti en rafale. Et moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses qui seraient encore repoussées à l'année suivante ou pas du tout. Pas du tout. Il y a eu une débauche de nouveautés là en septembre. Il y a une débauche de nouveautés, il y a une débauche de sélection, de cuvées spécifiques. Ça veut dire que les producteurs ont pris le risque de sortir des nouveautés sans pouvoir les présenter personnellement. Ils ont quand même, je pense que tout le monde s'est rendu compte que, indépendamment ou grâce au confinement, grave. Non, mais c'est ça. Et du coup, des nouveautés à sortir, des nouvelles choses à présenter, c'était pas forcément le moins mauvais moment, quoi. Non, mais quand on pense tu vois, on aurait pu avoir quand même un doute. C'est vrai. Au départ, en se disant, mince, l'année va être un peu morne. Ouais. Mais au final. Il me semble que c'était beaucoup de petites séries qui sortaient, non? C'est pas comme si quelqu'un présentait, boum, un tout nouveau produit en grosse production, tu vois? Je pense que, enfin, il me semble, la plupart des choses qui sont sorties, c'est à chaque fois des sélections, des small batch ou des trucs comme ça. C'était pas des grands risques commerciaux non plus. Ça restait quand même un marché de geek qui, à la base, qu'il soit confiné ou pas, il achète quand même. Enfin, il me semble. Beaucoup de petites séries pour justement booster un petit peu la demande et je pense que ça a quand même bien marché à ce point de vue-là. Regarde le rhum de LVMH, j'ai oublié. De Cuba, ouais. Ah, ça a cartonné. Non, mais c'est une grosse sortie. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais là, oui. À mon avis, dans leur agenda, c'était prévu de longue date. Oui, c'est difficile de faire marcher. Comme des petites séries qui ont été sorties parce qu'on avait des flux, il fallait faire des petites séries pour qu'on parle de la marque, quoi. Mais en fait, je n'ai pas forcément l'impression que c'était plus des petites séries qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire que j'ai juste l'impression que la plupart des nouveautés, depuis quelques temps maintenant, c'est surtout des embouteillages indépendants. Donc là, il y en a pléthore, des petites séries, un petit pour un caviste, un truc en single cask brut de fût, etc. Donc vraiment plein de choses comme ça. Mais je ne sais pas si c'était lié particulièrement à la conjoncture ou juste, maintenant, de toute manière, c'est surtout des petites sorties. Parce que dans les autres grosses sorties, il y avait aussi alors c'était en toute fin d'année dernière, mais le Chairman's Reserve Legacy, là, qui est quand même pas non plus et qui va rester dans leur gamme définitive. Donc il y a quand même 2-3 trucs un peu plus conséquents qui sont sortis, on va dire, à plus de colle. Je suis pas sûr que ce soit vraiment typique de l'année dernière. Alors, en parlant des prochaines sorties, justement, j'ai une petite liste sous les yeux qui nous a été préparée par notre cher ami Olivier juste avant son départ, parce qu'il tenait quand même d'une certaine manière à vouloir participer à cette émission. Et vous allez me dire si, selon vous, c'est quelque chose qu'on risque de voir venir ou peut-être pas. Voilà, cette année, je vais tout simplement commencer du côté de Bologne, qui serait en train de préparer donc un bio pour les cavistes et une cuvée parcellaire, Savane. Absolument. C'est ça, il me semble. D'ailleurs, oui. Les deux devraient sortir cette année, en effet. L'année dernière, ils avaient présenté leur bio, mais pour la grande distrib, en disant qu'allait suivre dans les mois qui suivaient le blanc un peu plus premium, on va dire. Et ils avaient évoqué le bio pour les cavistes, donc un peu plus premium que le bio pour la GMS. Okay. Et par ailleurs, un nouveau parcellaire aussi, Savane. Alors pour moi, c'était batterie. Du coup, j'ai un doute sur le. Pour moi, c'était batterie aussi. Mais Olivier a marqué Savane, donc je ne sais pas. Je lis les notes d'Olivier. Hein, Je crois que c'est batterie. Voilà, il y a batterie qui sera d'ailleurs présentée de manière un peu plus publique sur la confrérie du Rhum d'ici peu. Via une masterclass Zoom, voilà, comme ça se fait maintenant en 2021. Voilà. Alors, je continue dans cette petite liste. Notre cher Olivier nous a marqué un nouvel Habitation La Salle. Je ne sais pas s'il voulait dire un nouveau ou juste que ce soit un petit peu plus... Voilà, ouais. Un peu plus démocratisé, peut-être. Exactement. Métropole, ouais. Peut-être. Sinon, un tout premier HBS vieux, donc habitation beau séjour. Ah non. Ça ne va pas être très vieux. C'est trop jeune. Ça serait au mieux un élevé sous bois, je suppose. Et encore. On sait qu'ils ont mis des rhums en vieillissement chez Beau Séjour. Ouais.
Ils l'ont annoncé, donc où ils ont montré les flux, du moins sur leurs réseaux sociaux, etc. Mais voilà, au mieux, ça sera un élevé sous bois. Exactement. Bah oui, parce que les premiers blancs, ils datent vraiment d'il n'y a pas longtemps. Ils datent de 2019. Hein. Non, 2020. 2020. Bah ouais. 2020, même pas à peine un an. Ouais. Donc même des élevés sous bois, ça va être Ça va être juste. Ça va être juste. Hein. Alors, une question pour Christine. Christine, est-ce que tu penses... Ça va vite. Hein. Christine, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir voir les premières bouteilles de Renegade cette année? Ah, je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée. S'ils sortent du blanc, oui, bien sûr, mais je ne sais pas. Oh, bah, moi, alors, peut-être que j'avais pas... Mais il me semblait qu'une des idées, c'était de sortir du blanc, en effet. Oui. Donc peut-être qu'on aura droit cette année. Mais moi, je suis assez curieux. Tout porte en ses couilles. Hein. Ouais. Ce serait la logique, c'est qu'ils sortent du blanc, parce qu'il faut quand même commencer à vendre du Ouais. Mais c'est ce qui c'était prévu de toute façon, qu'ils sortent aussi du blanc. Donc j'ai envie de te dire oui, mais j'ai pas d'infos particulières à te confier. Ah, je pensais que tu étais dans les petits papiers du cher monsieur qui gère la distillerie. C'est Laurent qui est dans les petits papiers. Si tu veux, je fais comme j'envoie des mails et je passe des coups de fil pour avoir les infos, tu vois. Les samples aussi. Ah, c'est vrai que j'aime bien quand ça arrive sans que je bouge, hein, mais c'est pas toujours le cas. Là, il va falloir. Alors, sinon, juste pour raccourcir un peu, il nous a également mis un nouveau Libération 2021, un Providence Vieux, un Foursquare Ayester, des nouveaux habitations Vélier avec Takamaka et Binley d'Australie, des nouveaux Caroni Employees comme chaque année depuis Caroni. Ah, ce qui serait bien, c'est qu'ils sortent quand même des single casques. Parce que ceux qu'on avait sélectionnés, ou en tout cas ressortis du lot à Cognac, il y avait quand même des belles choses. De Caroni, tu parles? Ouais, ce serait bien avec les single casques, pas tous forcément, mais qu'il en sorte quand même 2-3 sur l'année. Et ce serait bien qu'ils nous fassent le coup des petites fioles à 10 centilitres, histoire qu'on puisse quand même goûter. Mais ça fait pas 5 ans qu'il n'y a plus de Caroni? Ah ben non, hein. C'est toujours le premier chaque année, mais c'est pas, pas dire charrette. Okay. Hein. Ah d'accord, j'avais mal compris, j'avais pas compris. Ok, autant pour moi. En plus, ils ont retrouvé une centaine d'employees. Du coup, ils vont leur faire des bouteilles aussi. Le mythe du dernier fût de Caroni, tu sais. Voilà. Ça viendra. Alors le jour où ça viendra, franchement, ça, waouh. Bon, mais ça viendra un jour. On le vit dans le whisky avec le mythe du dernier fût de Karuzawa, donc. Oui, c'est ça. Ouais. On fait un blend avec du port-hélène, on secoue tout. Qu'on nous annonce, quoi. Mais je pense que pour Caroni, si maintenant il commence à faire des 10 centilitres, effectivement, on est encore loin du dernier fût. Ah oui, non, mais ce sera en complément des sorties 70 centilitres qui vont partir comme des petits pains et qui, de toute façon, seront totalement inatteignables d'avoir du budget, à mon avis. Le but du 10 centilitres, c'est vraiment d'essayer de goûter. Maintenant, je ne sais pas comment il va positionner ça. On verra. Parce que soit il divise en 7, soit il divise un peu plus parce qu'il est sympa. Bon, je ne sais pas si c'est prévu. Un petit mot sur le le prochain Libération, puisqu'au final, il avait été en dégustation, alors pas sous sa forme définitive, mais au dernier Whisky Live, dernier qui a eu lieu, quoi. Il était en dégustation. Et du coup, c'est toujours à Biel ou ce sera à Père-Labatte? Non, je pense que c'est toujours un Biel. Alors, est-ce qu'il n'y en avait pas qui était en vieillissement chez Caro-Quera en plus? Je sais pas, c'est un bordel Libération. Mais en tout cas, il était... Alors, c'était pas la forme définitive, du coup, c'est dur de se prononcer, mais c'était pas forcément... C'était pas waouh, ouais. Non, c'était pas waouh, comme tu dis. Ça va casser l'affaire. Ouais. Alors sinon, on attendra également le nouvel Appleton Vélier 1984, qu'on nous a donc tant promis en fin d'année. Et récemment, il y a eu... Alors j'aime bien, j'ai suivi un débat tout à fait par hasard sur les réseaux sociaux où Alexandre Gabriel a posté la photo d'une amphore avec un rhum vieillissant dedans, avec la réponse de Luca Gargano, avec lui de son côté également une amphore, donc une technique de vieillissement coréenne, je pense, c'est ça, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas spécialiste en amphore. Alexandre, oui, pour Alexandre Gabriel, c'est Corée. Ouais. C'est en Corée avec un Coréen. En tout cas, ils m'ont bien fait rire. Le même jour, avec chacun avec sa plus grosse amphore. Oui, c'est bien ce que je pensais aussi. Hein.
Ça, ils vont faire rire. Ah, alors, t'as vu mon amphore? C'est vraiment ça, quoi. Plus gros que la tienne. Oui, c'est ça, c'est ça. Par contre, il y a juste un truc, c'est que sur la photo d'Alexandre Gabriel, si je dis pas de bêtises, c'était pas juste le fait que ce soit une amphore, c'était vraiment la forme. Ouais. Cette forme d'œuf qui est censée encourager le mouvement un petit peu pas perpétuel, mais qui facilite cette aération, oxygénation, Alors, brassage. Cette forme qu'ils utilisent déjà, notamment pour leur jean Citadel. Oui, dans l'œuf en bois, très joli. Là. Dans l'œuf en bois, voilà. Ouais. En tout cas, voilà, on pourra dire qu'on aura vécu un moment fort pour cette occasion. Voilà, on commence 2020 sur les chapeaux. Alors, je pense qu'après cette émission, on peut s'arrêter. On ne fera pas mieux que cette blague. Alors, en termes de tendances, est-ce que selon vous, il y a des tendances qui vont émerger cette année ou si oui, enfin, il y en aura très certainement, il y en a chaque année, mais quelles pourraient être les tendances qu'on risque de voir venir cette année? Je pense que les brutes de colonne, ça va déjà se calmer maintenant, à mon avis. Parce que tout le monde a fait le sien. Tout le monde, voilà. Tout le monde a 3 bouteilles chez lui et qui ne terminera pas avant les 15 prochaines années. Donc, bonne nouvelle. Hein, ça sert plus juste. À part augmenter les watts de ton dépasse, ça ne servira à rien. Quoi. alors, De Paz n'a pas de sortie de brut de colonne, par contre. Ben oui, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Hein, c'est vraiment énervant. Non, Mais c'est du 45 et puis c'est pas 45. À 45. un brut de colonne à 45. Ah ouais. Non, mais attends, Roger, tout le monde n'en a pas encore. Enfin, De Paz en est un exemple, mais tout le monde n'a pas encore sorti. Je pense que si on y pense un peu, je pense qu'il y en a encore pas mal qui peuvent encore nous en sortir, t'inquiète. Lesquels? Les KHSE n'en ont pas fait. Ils veulent pas. Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, là, Thierry, il a des infos. C'est ce qu'ils ont dit. On dit qu'ils veulent pas. Clément n'en a pas fait non plus, me semble. Clément non plus, ils veulent pas. Oui, mais en même temps, ils n'ont pas tort parce que ça va pas. Rivière la Boutique non plus. Ça retombe un peu, quoi, déjà. Donc déjà, ça fait 4 en plus, ça James, ça marque d'accord avec son bio qui est juste incroyable. Ça, en revanche, enfin, c'est pas une tendance qui émerge, mais c'est une tendance qui, pour moi, va s'installer et va grossir, le bio. Bio, clairement. Tout ce qui est bio, tout ce qui est agriculture raisonnée, tout ça. Voilà, plus de transport à la voile également. Éthique. Non, mais ça, c'est clair. Le bio, on en est qu'au début. Je pense pas que ça deviendra c'est pas appelé à devenir de la production de masse, mais ça va se développer, c'est clair. Ouais. On va avoir un Caroni bio, hein, peut être sûr, hein, vieilli en amphore. Je suis désolé. Qui s'appellera MDen aussi. Ah, bravo. Ouais. Oui, non, je pense qu'effectivement, ça, c'est le genre de choses qui risquent de se développer, non pas, alors déjà de 1, parce que c'est tendance de manière générale, pas que dans le rhum, mais dans tout. Dans tout, dans la consommation de tous les jours, mais quelque part aussi peut-être, parce que c'est pas une mauvaise chose au final le bio, hein, c'est plutôt bien. Je crois que c'est bien, je crois que c'est quelque chose de bien a priori, donc pourquoi pas continuer dans ce sens-là, quitte à ce que ça soit un peu plus cher. Les 2-3 sorties qui sont sorties sous le label bio sont plutôt réussies en plus, donc à part apparemment le vieux Naisson 3 ans qui est un petit peu plus décevant de ce que j'ai pu lire, parce que moi j'ai pas goûté, mais en termes de blanc en tout cas, tout ce que j'ai goûté de bio cette année était plutôt très réussi. Et là encore, tu ne parles que des agricoles, parce qu'en dehors des agricoles, il y a eu du bio aussi. Hein. Je prends l'exemple de Barcelo bio, voilà. qui manque de watts, mais qui est quand même bon, qui a un bon goût, manque de puissance. Ah ouais, c'est un peu timide. Hein. Mais c'est voilà. C'est du 37,5. Ouais, c'est très faible. Mais en termes gustatifs, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Et c'est également fait à base de jus de canne, il me semble. Jus de canne, voilà. C'est pas de la mélasse, hein. Ouais, non, c'est du jus de canne. Ouais, alors ça, c'est toujours un truc, je fais un petit aparté là-dessus, mais le jus de canne de chez Barcelo, est-ce qu'il est traité juste après la presse, ou est-ce qu'il y a une réduction pour en faire une sorte de sirop, ou est-ce qu'il y a ou est-ce que c'est vraiment jus de canne, parce que enfin, c'est quand même. Alors après, certes, c'est distillé sur des grandes colonnes, etc. Donc, on peut perdre un petit peu la typicité du jus de canne. Mais est-ce que ceux qui, alors peut-être il y en a qui y sont allés, j'en sais rien, ou peut-être qu'on va faire un peu plus à des gens qui bossent là-bas. Mais est-ce qu'il est vraiment
utilisé et processed dès la presse, ou est-ce qu'il y a un petit... Non, c'est qu'il est, il est tellement réduit aussi, c'est ça qui perd... Ouais, mais... Il fait qu'il perd son intérêt, en fait. Mais tu retrouves quand même le côté... enfin, sur le dernier, le bio, on trouve ce côté agricole. Hein. D'accord, ok. Bon, je ne l'ai pas goûté, du coup, je ne peux pas dire. Et 37,5, en fait, c'est parce que ils prévoient ça pour des cocktails ou des trucs comme ça, ou il y a un réel... C'est pire que parce que si c'est pour faire du bio, pour taper le cocktail. coca c'est un peu con, quoi. Non, c'est pour les cocktails. C'est pour les cocktails, ouais, c'est prévu pour les cocktails. Non, mais je discutais avec leur brand ambassadeur, il me disait qu'il n'arrive pas à leur faire comprendre. En tout cas, pour la France, il faut que ce soit plus puissant. Mm-hmm. Ils ont pas ça encore en tête. Quoi. C'est dommage. Hein. Vraiment dommage. Et pas que pour la France, hein, pour plein d'autres pays également. Je prends l'exemple de l'Allemagne ou en France, on a des degrés assez élevés. Et pour eux, bon, ben, c'est pas encore dans leur schéma de production. Alors, qu'en est-il des finishes ? Est-ce qu'on valide la poursuite des finishes ou pas ? Est-ce qu'on continue les finishes cette année ? Moi, si je me demande, j'aimerais bien qu'on les jette avec les bottes de Cologne. Hein, mais... Non, bah alors le finish est accepté par l'AOC martiniquaise maintenant, depuis 2020. Donc, c'est ancré. Mais tu veux les jeter avec les brutes de Cologne, toi, carrément ? Non, je plaisante. Enfin, je provoque un peu. C'est-à-dire que c'est le même sentiment que sur les conférences Zoom, tu vois. Trop de Zoom, tu le zoomes. Trop de finish, tu le finish. Ouais, je pense qu'HSE avait sa place là-dedans, parce qu'ils étaient un peu précurseurs sur la Martinique. Je pense qu'il faut les laisser, et puis voilà, quoi. Quand ils étaient assez peu nombreux, je pense, à pratiquer, ça avait son intérêt. Et là, maintenant, il y a une espèce de déferlante quand même qui... J'ai cette impression, alors j'ai pas trop en tête forcément les dernières sorties, mais j'ai l'impression que cette mode des finishes était vraiment à son apogée il y a peut-être 2-3 ans. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu moins là, même chez d'autres. Peut-être que je me trompe parce qu'il y en a quand même de ci, de là, hein, mais j'ai l'impression que c'est moins. JM avait essayé, puis ils ont laissé tomber. Ils ont fait 2 fournées, mais je crois qu'ils ont arrêté, ouais. Ouais. Alors là, pour les agricoles, mais après, si on prend les embouteilleurs indépendants type Plantation, Compagnie des Indes avec leur Fat Wash, on va quand même à un niveau... C'est le principe, quoi. Plantation, voilà. Tu as raison, Roger, ça a toujours été là et ils appellent pas ça des finishes. Ça fait partie de leur gamme. Il y a ce double vieillissement qui passe toujours par des fûts de cognac de chez Ferrand, etc. Pardon, nous jouons sur les... single cask finish. La collection qui sera à la rentrée, ça c'est... Il y a une quinzaine de single cask. Ouais, ils en ont sorti 12. Qui sont des finishes en collaboration avec un autre producteur en général. Tu vois, le producteur est mis en valeur, mais c'est quand même des finishes. Parfois, c'est même des échanges de... T'as pas perdu l'identité du rhum, quoi. C'est quand même un peu dommage. C'est ça le problème du finish, en fait. Plutôt que d'apporter une couche supplémentaire, souvent le finish te tue le bazar. Enfin, je trouve. Mais en fait, là, je suis bêtement en train de transposer mon ras-le-bol du finish dans le whisky, dans le rhum, quoi. Parce que là, pour le coup, ça faiblit pas. Donc, je me dis, mince, pourvu que le rhum ne déteigne pas à ce point dessus, parce que encore une fois, quand tu as un certain nombre d'acteurs bien identifiés, travaillent ça et le travaillent bien en plus, parce qu'il y en a qui travaillent les finishes vraiment très bien. Tu citais HSE, ils en font partie. D'ailleurs, les finishes de Plantation, j'apprécie souvent également. Mais tout n'est pas très réussi, tu vois. Tout n'est pas très fondu, on va dire. Ouais. Donc, un retour vers l'authenticité pour ceci. Il y a beaucoup de maquillage quand même. Ouais, et j'ai vraiment pas l'impression, parce que tu citais Compagnie des Indes, voilà, leur boulet de canon, c'est vraiment un truc à part. Oui, ça c'est. Mais sinon, au final, alors t'as Ferroni qui en fait aussi, mais encore une fois des trucs très particuliers. C'est expérimental. C'est un peu plus dans ce sens-là, ouais, où vraiment là pour le coup, sur certaines de leurs cuvées, entre autres sur les brutes de fût qui viennent de sortir ou qui sont en train de sortir, où ça a vraiment un impact majeur sur le jus, mais c'est annoncé comme tel. Donc c'est un peu à part pour moi. Tu as pas mal de communication là-dessus. Rhum Artisanal avait fait comme ça à Hamden, fini en fût de Henmore, il me semble, non, Benoît? Ouais, c'est un truc un peu, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils font ça, quoi. À Worsley Park, fini en fût de Beaumort,
comprends pas l'intérêt. Hein, c'est des trucs. Caroni en fut Caroni. Son marketing. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas tous été applaudis non plus, donc ils vont peut-être se calmer. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de cet engouement pour ça ces derniers temps. On va dire. Il y a d'autres choses, il y a les brutes de Cologne. Voilà. Donc on jette les brutes de Cologne et les finishes en 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à jeter? Moi, je pense que Christine ne doit pas s'inquiéter. Elle trouvera des brutes de Cologne avec des finishes. Il y aura quelque chose. Il y en aura, oui. Un brut de finish, un brut de Cologne finish. Ça va être chouette. Finish en Cologne. Les dates pas de ils ont tapé à Bébert, tu nous remets les mêmes. Non, mais un brut de Cologne en finish Caroni ou en Burana, ça va être chouette. Ouais. Double finish. Parfait. Non, mais effectivement, voilà, ce sont donc quelques tendances à garder ou à laisser passer. Je pense une tendance qu'on va peut-être garder et qu'on va retrouver notamment surtout chez les Roms agricoles, ça va être le parcellaire. Ah oui, clairement. Qui va un peu main dans la main avec le bio, dans le même sens. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on risque de garder encore. Oui, mais ça, pour le coup, c'est super intéressant parce que tu as différentes expressions d'une même maison, juste liées au terroir, quoi. Donc, c'est super intéressant. Vraiment. Et on en voit, alors je prends l'exemple de Depaz, mais effectivement, Depaz vient d'en lancer un, Bologne vient d'en lancer un, voilà, c'est clairement quelque chose. La favorite en a toujours deux. On a un retour vers l'agriculture, finalement, vers l'essence même du métier de distillateur, d'agriculteur avant la distillation. Et ça reste finalement très très intéressant à ce niveau-là. Et ça, évidemment, c'est plus lié aux agricoles. Quand tu vas pas demander à Foursquare de faire du parcellaire, vu que ça mélange vient d'ailleurs. Non, après voilà, c'est très très lié aux agricoles. Mais oui, mais il va nous sortir de l'agricole bientôt. Ouais. Richard. Il me semble que c'est des tests, non, de distillation. C'est prévu. Mais on aura comme nouvelle tendance aussi des blends agricoles mélasse. Donc Damoiseau, il a sorti son Concordia. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a d'autres qui vont suivre cette voie-là, parce qu'il n'y a pas assez d'agricoles. Il y a surtout aussi une grosse tension sur la mélasse. Hein. Sur la production de mélasse, il y a une baisse dramatique de la consommation de sucre dans le monde. Et c'est en plus très générationnel. Les jeunes en mangent de moins en moins également. Les jeunes du monde, la crainte, elle est là. Tu as des pays qui étaient des producteurs importants comme le Guyana sont en train de lâcher complètement l'affaire depuis qu'ils ont trouvé du pétrole. Il y a, ça, on en parle moins, mais il y a quand même une grosse tension sur la production de mélasse. Hein, à tel point qu'il y a des producteurs qui commencent à se dire qu'ils vont produire de la mélasse pour produire leur matière première pour le rhum et pas en faire un... Je vais te dire, tu vas produire de la mélasse. Tu vas produire de la mélasse pour faire du rhum. Oui. Ouais, exactement, ouais. Et puis certaines distilleries de mélasse qui ont commencé à faire des essais et à tester effectivement sur du jus. Je sais qu'en Jamaïque, les Longpond et Clarendon font des essais sur du jus. Mélangent les deux depuis déjà un petit moment, me disait Alexandre Gabriel en tout cas. Je sais que, pareil, Montguet a fait des petits essais dans son coin, Foursquare, enfin, ils sont plusieurs, mais c'est quand même un problème, la production de mélasse. Hein. Ouais, si les deux matières premières viennent à... Il n'y aura plus de rhum. Ça va être compliqué. Hein, mais, alors, il n'y en aura pas beaucoup, et puis les prix vont continuer à monter. Voilà. Non, mais quand tu auras plus de rhum, il y aura du Caroni, donc ça va. C'est inépuisable. Non, parce que c'est vrai qu'il y a une tendance, Benoît, peut-être que tu allais y venir, mais une tendance qui ne va pas disparaître. Est-ce qu'on peut appeler ça une tendance aussi? C'est une tendance à la hausse des prix. De manière générale, ça, il ne faut pas se leurrer, quoi. Clairement, on ne dit pas hausse des prix, c'est vulgaire. On dit premiumisation. Vas-y, répète. Premiumisation, hausse des prix. Pardon. Ouais. Ouais. Mais du coup, il y a un truc qui m'a fait lever un sourcil, c'est que c'est vrai que maintenant, quand il y a une maison qui sort un rhum à un prix, alors est-ce que c'est parce que je suis déjà trop vieux, mais on va dire à un prix
normal, je sais pas, enfin, auquel on est habitué depuis quelques temps, etc. Et tout le monde se dit, waouh, c'est la super affaire, quoi. C'est-à-dire que tout le reste a tellement augmenté que maintenant, par défaut, celui qui va mettre un tarif plus habituel, plus maîtrisé, je sais pas. Moins premium. Tu prends le VSOP de St. James, par exemple. Pas cher du tout. Absolument. Mais il y en a quelques autres, et c'est vrai que, alors bon, St. James est par rapport à d'autres distilleries en Martinique, évidemment, a une plus grosse force de frappe, etc. Mais ouais, c'est un peu triste, je trouve. Enfin, c'est bien pour eux, c'est moins bien pour nous, c'est compliqué, ça. Mais c'est bien pour les producteurs. Une dernière tendance sur laquelle j'aimerais clôturer cette émission, c'est le sucre. Est-ce que l'ajout de sucre, à moindre degré, est quelque chose qu'on risque de voir disparaître, notamment avec les nouvelles réglementations européennes ? Bientôt, je pense que les derniers qui consommeront du sucre, ce sera les producteurs de rhum. Les buveurs de rhum. Non, mais on constate, alors il y a déjà un certain nombre de produits qui vont devoir changer de registre, qui ne pourront plus s'appeler rhum, je veux dire, on les connaît tous, mais même ceux-là font des efforts pour essayer de se ranger dans les clous et de produire des produits non sucrés. Je prends un exemple que j'ai eu l'occasion de déguster, oui, je ne m'en cache pas, j'ai eu l'occasion de le déguster, le dernier Don Papa Rye Cask, je ne sais pas si vous avez eu la chance de déguster ce produit, qui est tout simplement pas sucré. C'est un Don Papa, pas sucré. D'accord. Bon. Rien du tout. Et à quoi alors Alors, on l'a dégusté avec plusieurs personnes du milieu et on s'est tous rendu compte qu'effectivement, tiens, ce produit n'est pas sucré. Voilà. Non, le Rare Cask, il n'est pas sucré du tout. Non, pas le Rare Cask, le Rye Cask. Déjà, le Rare Cask, il n'était pas sucré. Déjà, le Rare Cask était très peu sucré. Alors, je ne sais pas si on est à zéro, hein, je ne dis pas ça, oui. Mais en tout cas, on est très, 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 très loin du Don Papa qu'on connaît. Non, c'est pas compliqué. Si c'était plus, c'est du coca, quoi. Non, mais bon, ils ont gardé le Barocco pour les amateurs de sucre. Mais du coup, est-ce que c'est une volonté de leur part d'essayer de se ranger ou bien est-ce que c'est juste un peu... Peut-être qu'ils ont remarqué qu'il va marcher, simplement. Hein, donc, je pense. Alors après, ces bouteilles, du moins en Allemagne, sont parties comme des petits pains et se sont revues le lendemain au double du prix sur eBay. Hein. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait une réelle communauté de spéculation autour du Don Papa et des gens qui collectionnent ce genre de bouteilles. Le monde va vraiment mal et il est temps qu'on se... On peut mourir tranquille. Non, c'est vrai. Alors, dans les pays de l'Est, il y a des amateurs de Don Papa. Hein. C'est ça. Nous, on vend tous nos chéris Don Papa dans les pays de l'Est. Pour prendre l'exemple d'un caviste ici à Berlin, il a eu une douzaine de bouteilles de ce fameux Rye Cask et 10 bouteilles sont parties à un seul client qui les revendait en Pologne par après, à des prix exorbitants. Pourquoi ? Parce qu'il y a réellement un marché de collectionneurs autour de ça, tout comme on a un marché de collectionneurs autour des... Hamden, Caroni, blablabla. Voilà. Non, c'était Caroni qui l'attendait. Tu suis pas, Roger. Il a fait le running gag pendant toute l'émission et quand on et là... il n'y arrive pas. Ouais, parce que c'est trop facile. Moi, je suis quelqu'un de subtil. C'est quelqu'un de complexe. Après, la baisse du sucre ou la disparition de l'édulcoration dans le rhum, je pense que tout ce qui est rhum léger d'Amérique centrale et latine, tu vas pas voir disparaître ça de sitôt. Hein. Faut pas se leurrer. Il y a effectivement une demande pour des produits de niche et d'expertise beaucoup moins édulcorés, mais tout ce qui sort. Tout ce qui sort en tradition de rhum latino, ça va pas d'un seul coup. Mais même, tu vois, en dehors des rhums latinos, en parlant de produits avec du sucre, quand tu vois, c'est pas une nouvelle tendance, mais le développement des rhums arrangés, mais ça ne cesse de continuer. Il y a des marques de rhum qui ont créé leur marque de rhum arrangé. Et ça se vend, quoi. Ça se vend beaucoup. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas une tendance qui va régresser. Hein. Faut pas la voir à l'aune d'une petite niche de consommateurs experts qui, eux, effectivement, veulent se tourner vers des rhums très secs. Mais c'est pas le marché. Alors, pour ce que j'ai pu comprendre des informations que j'ai pu recueillir, je prends l'exemple de Diplomatico, donc qui est clairement dans cette
catégorie de rhum qui ne correspond pas vraiment à la législation. Et il semblerait qu'eux aient décidé de continuer à vendre leurs produits sous le nom Diplomatico, tout en retirant le terme rhum sur la bouteille, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, leur notoriété est tellement importante et tout le monde connaît le nom, qu'on peut boire un Diplomatico de la même manière qu'on peut boire un Martini ou autre chose. C'est-à-dire que le terme en lui-même est descriptif du produit, en fait. Personne n'ira voir, enfin personne, sauf quelques personnes comme nous, mais personne n'ira voir s'il y a encore marqué le mot rhum sur un Diplomatico. Quelqu'un qui a déjà fini 12 palettes. L'est-il encore d'ailleurs. C'était le cas pour Don Papa. Hein. Quand Don Papa a dû retirer le mot rhum de certains de ses flacons, personne ne l'a vu. Hein. Voilà, c'est ça. Ils avaient mis boisson aromatisée à base de rhum ou je sais pas quoi. Enfin, c'était boisson spiritueuse, mais c'était... personne n'a fait attention à ça, et c'est logique. Hein. Les Ashrise, c'est des boissons spiritueuses maintenant, mais bon, les gens qui achètent du Ashrise, ils font pas attention. Quand c'est une marque, quand une marque puissante change de catégorie, personne ne le voit. Ouais, exactement. Après, pour Diplomatico, si je dis pas de bêtises, alors je connais jamais les noms des cuvées, mais ils avaient fait cette cuvée qui est en dessous de 20 grammes, justement, hein, avec l'étiquette. Oui, après, ils ont plusieurs. Beige marron là. Mais le reste a été mis dans les clous de la loi européenne, hein, chez Diplo. Chez Diplo, ils ont baissé, oui. Oui, ils ont baissé. Hein. Ils ont baissé le taux de sucre, c'est totalement dans les clous et c'est du rhum. Hein. Okay. Du coup, c'est juste que ce nouveau-là est encore en dessous, je pense, parce que ils ont dû mettre leur cuvée habituelle à 20 grammes et puis l'autre un peu en dessous sans arriver à 0 pour autant. Quoi. Et pour un petit mot sur les rhums arrangés, parce que tu as raison, Jerry. Alors, c'est vrai qu'il y a des marques déjà installées dans le rhum qui se mettent à faire leur rhum arrangé, mais par ailleurs, tu as aussi, j'en parlais avec Florent d'Excellence Rhum il n'y a pas longtemps, qui me disait que depuis qu'ils avaient ouvert la boutique, ça va faire 2 ans maintenant, je ne sais plus, il n'y avait pas, surtout au début, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas un nouveau mec qui arrivait avec ses échantillons de rhum arrangé. Quoi. Ah ouais, ça a l'air d'être incroyable. Là, tu as des propositions, le nombre de propositions que chez Christian de Montagne, on refuse parce qu'on n'a pas de place. Mais c'est, comme tu dis, c'est tous les mois, tu as une proposition, un mec qui vient et qui a créé son rhum arrangé. C'est fou. Mais c'est vraiment qu'il y a... Les Spice aussi. Ouais, dans le même style, ouais. Pareil. Et d'ailleurs, là, tu vois, moi, j'ai remarqué que tu as quelques producteurs depuis peu de temps qui commencent justement à se vendre en disant c'est un spiced, mais beaucoup moins édulcoré que la plupart des spiritueux. Ils se vendent tous sur l'argument c'est beaucoup moins sucré, tu vas voir. Ouais. Avec de nouveaux ingrédients, de nouvelles épices. C'est ça. Des épices premium. En tout cas, voilà, je pense... Des épices premium bio, voilà, bio et parcellaire aussi. Mais tu vas nous porter la poisse. Tu nous fais terminer l'émission sur ça. Non, je peux pas. Sur le sucre. Si, non, vas-y, raconte-nous autre chose. Non, mais je l'ai déjà fait, la blague de l'amphore, donc voilà, c'est... Ah oui, merci de nous la rappeler, cependant. Merci. Non, en tout cas, comme pour rebondir sur ce que disait Laurent, effectivement, il y a... pléthore de marques de rhum arrangé qui ont débarqué ces dernières années, de partout. Quand je pense qu'il y a 10 ans, voilà, quand commençait notre cher Cédric Vraiment, de son côté, il y en avait beaucoup moins. Je veux dire, les seules marques de rhum arrangé qu'on pouvait trouver venaient très souvent des Antilles ou de la Réunion, ou de la Réunion, voilà, où donc c'était des produits locaux qui étaient finalement vendus en métropole, mais des fabrications métropolitaine, il y en avait très peu. Il y en avait très peu. Après, il y en a eu tout doucement de plus en plus. Il y a eu les rhums de cèdre. Il y a eu Zoiseau, entre autres. Il y a eu. Marque farfelue. Marque du Luxembourg. Une marque du Luxembourg, exactement. On a encore une bouteille. Hein. Ah, c'est collector, hein. Ça se revend, mais très très cher sur eBay. Plus cher qu'un Caroni, tu verras. En Pologne, apparemment. En Pologne. Le rhum arrangé à la Dikirch. À la Dikirch, c'est ça. Mais voilà, entre-temps, on en a vu, mais de toutes les couleurs, de tous les parfums. On en a vu au homard, je veux dire, enfin voilà, ça a été très, 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 très loin. À un tel point qu'aujourd'hui, je me demande encore s'il est possible d'innover dans ce domaine, tellement on a fait le tour. Attends, quand on va s'y mettre en Belgique, tu vas voir ça. Non. Ah bah, il n'y a pas encore eu goût frites mayo ou un truc comme ça, mais ça va venir. C'est dans ma cave. Non, il y a eu Pangolin.
Avec- non. Pangolin. Avec une écaille. Là, avec une écaille qui flotte dedans, comme ça. Au pangolin, bio par contre. Hein. On est en train de mettre l'œil sur 2021, je vous le dis. C'est pas... Ah, non, mais Ah, Au là. point où on en est, voilà. Christine a dit au début, ça peut pas être pire que 2020. Donc, Ah non, j'ai pas dit ça. Je pense que. Apparemment, il a pris ça comme un challenge, attention. s'il y a moyen d'empirer, attends, tiens mon verre, je reviens. Hold my rum. Voilà. Non, oui. Moi, je voudrais juste dire un dernier ou pas dernier truc, mais. Non, mais je sur, m'y attendais justement à ce que tu m'interrompes. Tu t'as m'as vu interrompu cette année. T'as à peine commencé que bim, j'étais au taquet. De plus en plus. Moi, on a parlé des potentielles sorties, des tendances, des festivals dont on espère le retour. Moi, il y a un truc quand même que j'espère, c'est un peu bête et peut-être naïf, mais c'est juste, on avait toute cette liste des sorties qu'Olivier nous avait faites, par exemple, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'attends, c'est juste d'être surpris, quoi. Qu'une maison nous sorte quelque chose dont ils n'avaient pas forcément parlé avant et qui est très réussi. L'émergence, je ne sais pas moi, d'une nouvelle petite distillerie quelque part. Ouais, ça pourrait. Ben ouais. Donc, tous les ans, il y en a. Donc, moi, c'est presque... Bon, il y a les salons vraiment que j'attends beaucoup, mais sinon, c'est vraiment ça. Voilà, des nouvelles sorties. Alors, peut-être pas des nouveaux embouteilleurs indépendants parce qu'il y a vraiment beaucoup, mais vraiment des nouveaux produits, un truc intéressant. Et en même temps, je me dis, parce que c'est toujours un peu le danger, c'est que on est passé dans un système où on s'attend vraiment trop à on n'attend que les nouveautés, les nouveaux types de rhum. Alors, les bruts de colonne, les parcellaires, les monovariétaux, les bio, et du coup, j'ai l'impression que les distilleries ont dû s'adapter à ça et ont dû vraiment accélérer le rythme de leur sortie, le rythme de leurs innovations, etc. Et d'un côté, ça m'intéresse, et d'un autre côté, je trouve ça un petit peu contre-productif, c'est-à-dire que ça laisse pas forcément le temps à un produit de s'installer, ça laisse pas le temps aux gens de voir un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui est offert. Donc, indépendamment, et je le dis pas vraiment dans le sens de j'espère plein de nouveautés, mais j'espère juste être surpris, voilà, positivement tant qu'à faire. On est un peu aussi noyé. Enfin, l'espace d'expression des distilleries, c'est un tout petit peu réduit, je pense, sous la déferlante de marques et d'embouteilleurs indépendants, de marques prêtes à embouteiller. Le marché est déjà bien saturé quelque part. C'est difficile de... Arriver tout droit de Hollande, quoi. T'as quand même... ça domine, hein. Ça domine. Et puis, comme en plus, on commence un peu à voir les premières grandes manœuvres de concentration dans les distilleries. Ça attise un peu quand même les convoitises aujourd'hui, le rhum. Même si le marché n'explose pas comme on le prédit depuis des années. Notamment parce que le marché américain n'explose pas. Oui, parce que les prix explosent aussi, donc ça calme un peu le bazar. Hein. Mais du coup, j'ai un peu l'impression parfois que dans l'actualité, ça met peut-être un peu en sourdine le travail des distilleries. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a tellement il y a un ramdam autour des embouteilleurs, beaucoup des marques, que vraiment les producteurs peuvent en faire les frais de temps en temps. Ouais. Ouais. Et après, je pense qu'on est nous aussi un peu focus sur la question, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, ça serait quand même bien de ralentir le rythme des sorties parce qu'elles sont noyées, etc. Mais dès qu'un producteur ne sort rien pendant un an, on va le tanner en lui expliquant, mais toi, on voit rien de nouveau depuis le dernier Rumfest. Mais alors, qu'est-ce que tu fous ? Enfin, moi, je parle pas de toi, quoi, si t'as rien de nouveau. On est quand même très ambigu sur cette question. Donc, absolument. Ah bah, on va continuer avec le 2 passes à 45 alors pour rien changer. Et puis c'est tout. Ça. C'est nul. Ça, c'est le scandale. Ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, il y a eu un 2 passes à 62 quand même. Exactement, et c'était très bon. Eh ben, non, j'en ai vidé une il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'en ai trouvé une chez un caviste parisien, un peu planqué, et je l'avais trouvé bien moins bon que le 50 et le 55. Ah ouais ? Ouais. J'ai trouvé ça très sympa. Mais j'avais une mignonnette, moi, donc voilà.
Ça J'ai va pas eu le venir. temps de beaucoup m'intéresser au produit, vu que je crois que c'est passé en une fois en un tipon, je crois. C'était encore Ah, Jerry qui t'avait envoyé un de ses nombreux samples. Il n'a que des samples, de toute façon. Jerry n'envoie rien, de toute façon. Donc, Non, mais de toute façon, on pourra pas faire de passe brut de colonne, puisque le brut de colonne est prohibé pour 2021, on l'a dit. Ouais, et tant on a pis déjà pour un vous. million de brut de colonne, donc quelque part. En plus, voilà, il y a Dillon déjà C'est là, vrai. qui l'a fait, donc voilà. Bon, sur ce, je propose qu'on s'arrête là-dessus, du coup, et puis on se revoit dans 2 semaines. Avec Exact. grand plaisir. Voilà. Et quant à vous, chers auditeurs, eh ben, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires dans les sections commentaires des différents réseaux sur lesquels vous écoutez cette émission, sachant qu'elle est disponible sur YouTube, Spotify, iTunes et toutes sortes de réseaux podcast, Google Podcast, enfin voilà, tout ça. Et puis sur les réseaux sociaux, bien évidemment, où nous la posterons de manière régulière, que ce soit sur Instagram ou bien Facebook. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. Et rebonne année. Rebonne année. Et puis un petit coucou à Olivier qui nous écoute de la Guadeloupe, très certainement. Il ne nous écoute pas ici, rote son petit ponche. Il peut faire les deux en même temps. Au revoir.